آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله والبعث بعد الموت لا إله إلا الله آمنت بالله وملائكته. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ravi de vous retrouver dans le cadre de notre émission Le Politiste. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème quid des réformes du système éducatif au Gabon. En effet, le Gabon affiche un taux de scolarisation en cycle primaire qui avoisine les 100% et un taux d'alphabétisation proche de 90%. Cependant, le rendement interne du système éducatif gabonais demeure faible en raison d'un taux de redoublement parmi les plus élevés en Afrique. Mais il faut aussi dire que le secteur de l'éducation technique ou du système éducatif technique et professionnel n'est pas suffisamment développé en dépit du rôle qu'il doit jouer pour accélérer la diversification de notre économie. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, toujours accompagné de mes fidèles invités, que je me fais le plaisir de vous les présenter. À ma droite, M. Gaël Mindou. Bonjour. Bonjour, M. Binyumba, et heureux d'être à nouveau sur le plateau No TV. C'est nous qui vous remercions. À côté de vous, vous avez le frère Abdallah. Bonjour. Bonjour, cher Ahmed. Et en face de vous, vous avez M. Fridolin Bemessa, secrétaire général du Sénat, c'est ça? Oui, tout à fait. C'est un syndicat. Syndicat de l'éducation nationale. Merci de nous faire l'amitié d'être ici. Avant de revenir vers vous, je vous conviens ainsi que nos téléspectateurs à regarder cet élément et on se retrouve juste après. Face à des élèves en colère, le ministre de l'Éducation nationale a formellement refusé la responsabilité des décisions actées des États généraux de l'Éducation nationale en 2010. Le discours du ministre dans l'ensemble des établissements d'enseignement secondaire de la capitale ce matin a été celui de l'apaisement, invitant ainsi les apprenants au calme et à une meilleure compréhension de la décision. Il y a eu les États généraux de l'éducation au Gabon qui ont accouché d'une loi. Dans ces États généraux, les enseignants, les parents d'élèves, les professeurs, je ne sais pas si les étudiants y étaient représentés, les élèves, mais toutes au moins ces catégories ont pris part à ces États généraux. Ces États généraux-là ont eu lieu au Gabon. Et elles ont accouché d'une loi. Et je voudrais vous dire qu'à l'occasion des États généraux, nous on n'était pas là. Les enseignants, les syndicalistes, ceux qui ont participé aux États généraux ont présenté l'école gabonaise comme une école idéaliste. Il y a certainement dans ce qui a été fait des choses à dire ou à redire. Certainement. Mais ce que nous vous demandons, et c'est ce que je suis venu vous dire, c'est que lorsqu'un être humain pose un acte, l'erreur est consubstantielle à l'homme. Personne ne peut dire que tout ce qu'il fait est bon. Il n'y a que Dieu, n'est-ce pas? Donc quand tu poses un acte et que tu as cet acte nécessairement suscite des réactions, n'est-ce pas? Il faut les enregistrer, les analyser et voir ce qu'il y a lieu de faire. Mais ça ne peut pas se faire dans la violence. Observant pour la deuxième journée consécutive une marche pacifique, les élèves des lycées techniques Omar Bongo, en compagnie de quelques-uns des lycées environnants, ont été interpellés par le ministre. J'ai pris la responsabilité de venir vers vous, n'est-ce pas? Parce que je ne peux pas ne pas venir vers vous. Il y a un problème, il faut qu'on s'asseye pour savoir de quoi il s'agit. Et puis, dès lors qu'on a vu quel est le problème, il faut chercher des solutions au problème. On est d'accord? Ce n'est pas en criant, ni en faisant ce que vous faites là, que ça va s'arranger. Donc, moi, je préfère venir vous le dire, qu'il faut vous calmer. Il faut vous calmer. Il y a des problèmes, mais retenez que ces problèmes-là, on doit les analyser, on doit se parler
pour voir ce qu'il y a lieu de faire. Des échanges avec le ministre au cours desquels ces élèves, pour la plupart en classe de première et terminale, ont exprimé leur mécontentement à travers plusieurs interrogations à l'endroit de l'autorité. Une journée plutôt mouvementée qui aura au final découlé sur l'élaboration d'un calendrier de rencontres entre le ministre de tutelle et les collectifs d'apprenants des différents établissements de la capitale dans les tout prochains jours. Oui, Monsieur Mindo, je vous ai vu regarder très attentivement cet élément. Bien, déjà par rapport à l'élément qui vient à peine de passer, c'est suite aux différentes protestations des élèves qui, le ministre est descendu sur le terrain pour essayer d'évaluer l'état de la situation. Bon, maintenant, par rapport à ce qu'on a pu observer, j'observe que, bon, monsieur le ministre a fustigé le fait que les différents protagonistes qui étaient allés aux États généraux avaient été trop idéalistes en prenant des résolutions qui, pour lui, ne semblaient pas être atteignables par rapport à la situation du pays. Mais moi, personnellement, je fustige cela parce que notre pays aspire à être émergent à l'horizon 2025. Donc, de mon point de vue, on ne peut pas s'interdire d'avoir une vision idéaliste de notre pays. Je pense que c'est peut-être nos gouvernants qui ont failli pour qu'on en arrive à cette situation. Monsieur Akono. Oui, ici, bon, le reportage nous montre un peu l'ampleur de la situation. Okay? Le degré atteint par la contestation des élèves suite à l'application de nouvelles mesures d'attribution des bourses après l'obtention du baccalauréat et des conditions même d'obtention et des conditions d'excellence fixées par les autorités en place actuellement. Et ils font référence à des tests qui auraient été adoptés en 2010 lors des États généraux. 2012. En 2010 d'abord, on parle des États généraux en 2010, on parle d'un conseil présidentiel en 2012 et très récemment, on nous a également parlé d'une task force en 2018. Donc ici, mais le test que le ministre veut attribuer la paternité des nouvelles dispositions remonte aux États généraux de 2012, mais c'est de 2010, mais ce que nous ne comprenons pas aujourd'hui, où sont passées les résolutions du Conseil présidentiel sur l'éducation nationale, où sont passées les résolutions de la task force actuelle pour qu'on nous ramène à un passé très lointain. Monsieur Vemessa. Oui, bon, à chaud comme ça, la réaction du ministre m'a surpris. Peut-être que vous étiez des rêveurs. Oui, parce qu'il a dit même au cours d'une émission que nous étions des rêveurs. Ça veut dire que tous ceux qui ont participé aux États généraux étaient des rêveurs. Bon, ce que j'en doute, parce que... Vous êtes dans la ligne droite de l'émergence. Ouais, vous savez, pas l'émergence, nous voulions un pays avec un système éducatif performant et compétitif. C'est pourquoi nous avons réfléchi avec tous les partenaires, tous les techniciens, tous les chercheurs, parce qu'on a même parti chercher les spécialistes hors du pays. Donc nous avions des Canadiens, nous avions des Africains, nous avions des Européens, nous avions des Gabonais eux-mêmes, tous les secteurs confondus, tous les ministères impliqués. Parce que la réforme, effectivement, du système éducatif gabonais concerne tous les ministères qui ont trait à l'éducation. Dont était représenté le ministère de l'Éducation nationale en tête, le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère de la Santé, le ministère des Eaux et Forêts, le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Défense. Donc, en fait, tous les ministères, effectivement, le ministère des Finances était en bonne place représenté. Donc, tous les ministères concernés par la question d'éducation dans notre pays étaient représentés. Donc, nous avons réfléchi, nous avons fait des recommandations et nous avons pris des résolutions qu'il fallait respecter. Et nous avons fait un plan d'exécution, un plan quinquennal d'exécution de tout ce qui avait été arrêté. Bon, c'était même budgétisé. Donc nous savions ce qu'on allait, c'était plus de 1000 milliards de francs CFA. Donc nous savions ce qu'il fallait faire chaque année, pendant les 10 ans qui suivaient l'État généraux. Bon, une loi est sortie, la loi 21-2011, effectivement la loi d'orientation qui est là. Cette loi d'orientation est sortie de ce travail-là. Voilà, donc est sortie qui... Orientation générale de l'éducation, de la réforme et de la recherche. Tout à fait. Donc c'est cette loi qui a codifié tout ce qui devait se faire, et même les bourses qui devaient être payées. Et de cette loi est sorti ce décret, le décret 404, qui codifie effectivement l'attribution des bourses aux jeunes Gabonais.
Donc, il y a 7 conditions d'attribution des bourses qui existent dans le décret 404, article 27. Donc, la question de bourse était déjà réglée. Bon, maintenant, on est surpris que l'État, à mi-parcours de l'application des états généraux, pose le problème des bourses. Parce qu'il n'y avait pas que les problèmes de bourse. Le problème de bourse ne pouvait pas se poser. Nous allons revenir là-dessus. Ok. Merci. Monsieur Akonou, quelle analyse faites-vous de la situation de l'éducation au Gabon suite à la dernière réforme du dernier conseil des ministres du 29 mars? Ici, qu'est-ce que nous pouvons dire Il faut dire aussi que vous êtes dans le domaine de l'éducation, vous êtes enseignant. Qu'est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui? C'est-à-dire, lorsqu'on va prendre une mesure aussi importante, c'est-à-dire rendre plus, en fait, renforcer les conditions d'obtention d'une bourse d'études en imposant des mesures plus ou moins qui viseraient l'excellence, mais en amont, il y a d'abord tout un travail à faire. Ok? En amont, parce que le baccalauréat, nous sommes à la fin du processus. Or, le processus commence avec le pré-primaire. Est-ce que nos enseignants du pré-primaire sont formés? Est-ce que nous avons des infrastructures qui vont prendre ces enfants du pré-primaire, les transmettre au primaire? Donc, est-ce que ce travail-là a été déjà effectué? J'ai parcouru le test sur les états généraux où l'on parlait de ramener les effectifs par salle de classe à 35 élèves. Tout à fait. Or, aujourd'hui, vous allez au lycée d'État, vous allez à Jean-Baptiste Aubin Tour de Siban, vous allez à Ouloumi, vous avez des classes de 120 élèves, des élèves assis à même le sol. Donc, voici les problèmes qu'il faille d'abord résoudre avant d'arriver à l'application d'une telle mesure. Donc, si nous n'avons pas réglé ces problèmes-là en amont de formation, de construction des salles de classe, nous ne pouvons pas aujourd'hui demander à un élève gabonais d'atteindre le niveau moyen d'un élève japonais. Monsieur Mimou, même si je sais que vous êtes étudiant, vous êtes enseignant d'histoire dans un lycée de la place, la question, c'est que vous voulez rebondir aussi. Mais la question qui vient, c'est celle de savoir... est-ce que la réforme en question est totalement mauvaise? Ou bien il y a des choses positives qu'il faut garder et des autres qu'il faut remonter? Non, la réforme en soi, de mon point de vue, n'est pas mauvaise. La réforme en soi n'est pas mauvaise. Je vais reprendre les propos de notre invité qui, au cours d'un plateau, disait que le mérite tant souhaité par nos gouvernants doit, ou encore l'excellence, doit pouvoir être perçu comme une finalité. Tout simplement pourquoi? Parce que aboutir à l'excellence, au mérite, il y a un préalable. Or, le préalable, c'est ce qu'il a évoqué là-dessus. Vous avez des classes qui sont pléthoriques, 180, 150 élèves. Comment voulez-vous demander à ces... Non, mais ce n'est pas parce qu'on est sous les tropiques qu'on va opter pour Non, ça veut dire qu'on veut se dévaloriser nous-mêmes. Voilà. Donc, la mesure, elle est bonne, mais il y a des préalables. Voilà. Vous voulez rebondir? Oui, je voulais dire que la mesure, il n'y a même pas de mesure là. Voilà. Parce que ça n'a pas été prévu. Ce qui a été prévu est contenu dans le décret 404, article 27. Parce que nous avons prévu toutes les conditions d'attribution des bourses. Il y en a 7 conditions. Donc, il y a même des bourses d'excellence. Donc, il y a toutes sortes de bourses qui ont été prévues. Donc, tout a été prévu jusqu'aux allocations, jusqu'aux aides. C'est prévu. Bon, ce que les autorités ne disent pas, cette décision qui consiste à revoir les conditions d'attribution de bourse est beaucoup plus une décision politique qui viserait la situation économique du pays. Parce que c'est ce qu'ils ont dit lors du Conseil des ministres du 29 mars 2019. Donc, il faut serrer la ceinture, comme on donc dit. non, on peut pas serrer la ceinture comme ça. Parce qu'elle a déjà serré notre ceinture. Elle a déjà serré. Donc, on ne peut pas la serrer jusqu'à nous étouffer. Notre ceinture est déjà étouffée. Parce que, pourquoi? Parce qu'en 2010, nous avons réfléchi, nous avons mis en place des conditions de bourse. Mais vous vous souvenez qu'en 2014, le gouvernement lui-même a décidé, sans aucun texte, d'attribuer la bourse à tous les étudiants qui ont le bac. Effectivement. En 2014. Bon, les syndicats se sont insurgés contre cette manière. On a dit, ah, c'est pas possible, c'est pas supportable pour un État. Ils ont dit non, c'est l'égalité des chances. C'est ce qu'ils ont dit en 2014. Les syndicats ont dit non, regardez les conditions de bourse qui sont édictées dans le décret 404, article 27. Donc, ils ont dit qu'en ce moment-là, l'État veut donner la chance à tout le monde. Donc, c'est la période de l'égalité des chances. Donc, ils ont donné la bourse à tout le monde, à tous les étudiants qui avaient le bac, avec 10 ou 110. Donc, aujourd'hui, ils se retrouvent avec
avec plusieurs étudiants boursiers. Et même mieux, la bourse est donnée pour 3 ans. Voyez-vous, qu'un élève réussisse ou ne réussisse pas, mais l'élève qui a la bourse juste après son bac, c'est que j'ai la bourse pour une durée de 3 ans. Parce que je dois... Le cycle licence. Voilà, le cycle licence. Je dois justifier ma licence. Effectivement. Donc, aujourd'hui, il se rend compte qu'il y a une population importante d'étudiants à qui on donne la bourse. On donne la bourse à tout le monde. Donc, ils ne peuvent plus supporter. Au lieu d'appeler les partenaires qui, au départ, étaient dans l'état général pour dire, voilà la situation que nous avons, est-ce qu'on peut se rasseoir Quel genre de pour... partenaires, monsieur Mais nous étions dans l'état général. Où il y a des partenaires qui jouent à la politique de la chaise vide. Non, Qui ne veulent pas discuter avec les gouvernements. Mais l'État ne nous a pas appelés, moi le Sénat. Nous, le Sénat, l'État ne nous a pas appelés pour revoir la situation. Parce qu'ils auraient, même si certains refusent le dialogue, mais le Sénat n'a jamais refusé le dialogue, ils auraient dû dire, inviter les partenaires du secteur d'éducation à une discussion avant la publication de la mesure, pour essayer de voir si on pouvait, au regard du contexte économique difficile de notre pays, si on pouvait revoir les conditions d'attribution de bourse, au vu que la bourse était attribuée pour une durée de 3 ans à un étudiant, avec moyenne ou sans moyenne, je le précise. Donc c'est une décision qu'ils ont prise. Donc ils doivent assumer cette décision-là. Parce que les élèves ont raison aujourd'hui de protester. Monsieur Vemessa, oui. Est-ce qu'à l'origine, la bourse était prévue pour ceux qui avaient des fortes moyennes? La bourse était prévue pour tout étudiant, pour tout élève qui avait le bac avec une moyenne de 10. 10 de moyenne. C'était 10 de moyenne. Mieux redistribuer. C'était ça. Mais, tout à fait. L'idée du feu président Léomba, c'était de redistribuer. Non, on permettait à ce que l'étudiant qui accède à l'enseignement supérieur puisse être plus ou moins autonome, puisse s'acheter les livres pour se déplacer, puisse se nourrir, parce que lorsque quelqu'un quitte d'OIM, de Ndende pour venir apprendre à Libreville, il n'a pas de parents à Libreville. Donc il vit au campus universitaire et il loue une chambre et il doit se nourrir. Donc cet argent-là permettait aux étudiants de se nourrir et de faire leurs recherches avec le peu d'argent qu'ils avaient. Donc c'était un moyen d'encourager les étudiants à se responsabiliser. Bon, aujourd'hui, cette décision a été en dépit du décret, en dépit des dispositions de la loi 21-2011. L'État a violé la loi en voulant modifier le décret, parce qu'aujourd'hui, ils prennent un nouveau décret pour annuler le décret 404. Mais s'il est caduc? Il n'est pas caduc. Le décret n'est pas caduc. Il est caduc en fonction de quoi? Parce que l'État, lorsque l'État décide de donner la bourse à tout le monde, il s'appuie sur quel texte? Puisque nous n'avons pas dit aux États généraux. Il dit égalité des chances, je donne la chance à tous les Gabonais. Ok, c'est une bonne chose. Mais qu'il assume ce choix qu'il a fait en 2014. Monsieur Vemessa. Voilà, en violation de la loi. Oui, vous voulez répondre? Bon, il faut comprendre aussi qu'en 2014, lorsque l'État décide d'octroyer la bourse à tout étudiant, tous les bacheliers, ayant obtenu la moyenne de 10. Non, avec ou sans moyenne de 10. Ayant obtenu la moyenne, ayant obtenu le bac, voilà, avec ou sans moyenne de classe, voilà. C'était aussi sous la pression d'une fronde estudiantine à l'UOB, la fronde qui avait été conduite par le frère Olobi Firmin, avec l'étudiant conscient. Et dans le cahier de charge de l'étudiant conscient, la levée du critère d'âge était mentionné, et l'octroi de la bourse qui était également ici le projet de campagne d'une personne qui avait souvent été candidat aux élections présidentielles. Donc dans le cas de charge, lorsque les étudiants allaient en concertation avec le ministre Mundunga, il posait également le problème de l'octroi de la bourse à tout étudiant avec comme condition la levée du critère d'âge. Mais ce que les étudiants n'avaient pas exigé ici, c'est qu'on octroie la bourse à tout bachelier, quelle que soit sa moyenne de classe. Donc c'est là où l'État était allé un peu plus loin pour s'aider et calmer la fronde de la communauté estudiantine. Monsieur Mindo? Non, mais les raisons évoquées, comme disait M. Vemessa tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, l'État se trouve asphyxié. Au cours d'une interview, le directeur de l'Agence nationale de bourses et stages disait qu'aujourd'hui, un étudiant gabonais, par an, c'est 1,1 million. Et la dotation faite aux nouveaux bacheliers a triplé. Pour le cas du Gabon, c'est les étudiants effectivement installés au Gabon, c'est 54 milliards. Donc l'État ne peut plus supporter cette charge-là. Mais je pense que c'est des politiques qui aujourd'hui les rattrapent.
Parce que pour un État bien pour un gouvernement qui se veut... C'était des choix hasardeux. C'est des choix qui n'étaient pas opportuns. Voilà. Donc aujourd'hui, ils sont un peu rattrapés par leur propre turpitude. Ce que j'aimerais également dire, lorsque l'État prend déjà la décision de suspendre le concours d'entrée en 6e, c'est une erreur. Parce que l'ensemble des mesures qu'il fallait mettre en place avant la suppression du concours d'entrée en 6e n'ont pas été mises en place. Tout à fait. Les établissements n'ont pas été préparés. On s'est mis à transformer les CIS, on s'est mis à transformer les écoles primaires en CIS sans équiper. Et du coup, on a des enfants qu'on pousse comme ça. Et c'est toutes ces mesures-là qui aujourd'hui nous rattrapent à l'orée du baccalauréat, et l'État asphyxié par les conditions du FMI est obligé de courir. En fait, c'est une panique générale. Ça, c'est un élément que l'État ne met pas en avant, qu'ils ont la pression du Fonds monétaire international. Maintenant, nous regardons tous les journaux, mais vous ne pouvez pas dire ça. Si. Maintenant, nous regardons tous les journaux. Si. Nous regardons la J'affirme que c'est une pression, c'est une conditionnalité de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale a demandé au Gabon de geler la carrière des agents. Donc les agents ne sont plus avancés, intégrés, titularisés pendant 5 ans. La Banque mondiale a également donné des conditions de ne plus organiser les concours professionnels. Les concours sont gelés. Et la Banque mondiale a demandé au gouvernement de diminuer l'effectif de l'action publique. Le gouvernement gabonais, la Banque mondiale ou le Fonds monétaire international a également fait injonction au gouvernement de supprimer la bourse, carrément, parce que ça obère les finances publiques. Voilà ce qu'ils ne disent pas aux populations. Bon, nous disons que l'éducation n'a pas de prix. Parce que si vous voulez développer un pays, il faut investir dans l'éducation. Donc ça n'a pas de prix. Si vous ne voulez pas scolariser votre population, n'espérez pas aller plus loin, parce que le Gabon ne peut pas être un pays émergent si le secteur éducation n'est pas un secteur développé. Le Gabon rêve, parce qu'on ne peut pas devenir émergent d'ici 2025 si l'école ne fonctionne pas, s'il n'y a pas de centre de formation, s'il n'y a pas des universités scientifiques, technologiques, s'il n'y a pas d'enseignants de formation, on ne peut pas. Là, on est en train de rêver debout. Ça, je le dis en regardant les gens dans les yeux que le gouvernement rêve debout. En 2012, vous étiez en train de rêver. Non, on n'a pas rêvé. On n'a pas rêvé. La population, c'est pas interdit de rêver. Non, on a décrit un système réel. Ça coûte quoi au Gabon de construire des salles de classe? Bon, ça coûte quoi au Gabon de former les professeurs? Parce qu'il y a une ENES qui existe, il y a une ENI qui existe, il y a des INI qui existent. Bon, pourquoi le Gabon peut arrêter la formation des professeurs quand on sait qu'on a un déficit en enseignant plus de 1600 dans le secteur scientifique? Pourquoi le Gabon peut prendre la décision de suspendre la formation des enseignants? Vous regardez trop l'État, mais est-ce que vous-même aussi de votre côté, vous n'êtes pas... vous êtes blanc? Oui. Je suis blanc puisque moi je suis enseignant. En ce qui me concerne, je vous répète, je donne une réponse. Je suis enseignant. L'État m'a mis au chômage. Non, s'il vous plaît. Pour 2 ans. S'il vous plaît. Je n'enseigne plus. Vous, les enseignants. Là, je m'adresse un peu à vous qui êtes enseignant. Ok. La question s'adresse à vous. Vous êtes dans ce domaine. Est-ce que, bon, je ne sais pas si lui, il est syndiqué, mais vous êtes quand même secrétaire général d'un syndicat. Moi, je suis syndiqué. Voilà. La question qui vient, c'est de savoir, est-ce que vous-même, les syndicats, vous venez seulement, vous mettez en lumière les défauts ou les défaillances du gouvernement? Est-ce que vous-même, vous ne vous reconnaissez pas aussi dans les grèves, dans l'absentéisme? Vous ne faites que des revendications personnelles, l'amélioration de vos conditions. Mais est-ce que, la question qui vient, c'est de savoir, est-ce que vous ne pouvez pas faire, vous qui êtes secrétaire général, vous décrétez, parce que là même, je vois, vous avez déposé un préavis de grève. Oui, nous avons décrété une grève d'avertissement. Voilà. Qui a commencé mardi, le 23. Ok, mais est-ce que vous, étant secrétaire général, vous ne pouvez pas discuter avec le gouvernement, cependant, vos adhérents viennent en salle? Mais c'est ce qu'on fait. Mais ce qu'on fait. Mais non, ce n'est pas ce qu'on fait. Ben si, je vous fais observer que depuis 2 ans, il n'y a pas eu de grève dans le secteur de l'éducation. Donc nous avons privilégié, comme nous l'avons dit lors du point de presse, nous avons fait 2 ans sans grève. Nous avons déposé nos cahiers de charges auprès des différents ministres qui ont défilé à l'éducation nationale. On a eu le ministre Moussavou. On a eu le ministre, après Moussavou, il y a eu Madame Anguille Obama. Après Madame Anguille Obama, il y a eu M. Moussavou. Après, je crois après Moussavou. Non. Voilà. Madame Ida, M. Moussavou, Madame Anguille, M. Nkeya. Et aujourd'hui, monsieur, 5 ministres en moins de 2 ans.
voyez? Donc, les ministres défilent, ils n'ont pas le temps de traiter vos problèmes. Donc, les problèmes dont nous avons décidé de ne plus faire école depuis 2 ans. Ils ont le temps. Mais aujourd'hui, je vous fais comprendre que... la continuité, alors, la preuve, il n'était pas ministre lors des États généraux, le ministre actuel. Il n'était pas ministre, mais il vient quand même. C'est pour vous dire qu'il fait ressurgir... Mais je vous dis que depuis que le ministre Menga est arrivé en janvier, nous avons écrit 3 lettres, il ne nous a pas encore reçus. Nous avons déposé un préavis de grève, alors qu'il est dit dans le statut général de la fonction publique que quand un syndicat dépose un préavis de grève, l'autorité est tenue, c'est bien tenue, de le recevoir dans les 48 heures qui suivent le dépôt du préavis de grève. Et le préavis de grève dure pendant 8 jours au front. Or, il ne nous a pas reçus jusqu'à maintenant, jusqu'à ce qu'on ait décrété la grève. Donc, c'est malheureux, on le constate. Vous savez, les enseignants, quelle est leur mission? La mission de l'enseignant, c'est d'enseigner, d'éduquer. Donc, il doit le faire dans un cadre approprié. Bon, on a fait la pédagogie, une pédagogie qui est une pédagogie qui prend la réussite des élèves. Donc, nous devons faire réussir tous nos élèves. Et nous avons un effectif que nous devons gérer. 35 élèves, 40 élèves, c'est l'effectif pédagogique. Bon, aujourd'hui, un enseignant se retrouve avec 100 élèves en classe de première, terminale, 5e année. Un enseignant a 5 classes, 5 divisions. Bon, multiplier 5 divisions de 100 élèves par classe, multiplié par 3 évaluations par trimestre. Ça fait plus de 4000 copies qu'il doit corriger. Donc, ce qui est pédagogiquement pas normal, parce que il est tenu également de préparer ses cours tous les jours et de corriger les notes tous les jours. C'est un enseignant, ça dépend. Les enseignants de première ont 24 heures semaine. Les enseignants, ils ont 23 heures. Un enseignant de collège, un inspecteur à 18 heures. Donc voilà un peu le volume horaire hebdomadaire d'un enseignant. La question qui me vient vers vous, c'est de savoir, est-ce que les enseignants aujourd'hui, beaucoup d'enseignants, hein, je lance un peu l'anathème sur les enseignants, est-ce qu'ils ne sont pas aussi à l'origine de ce qui se passe aujourd'hui dans le système éducatif gabonais, dans la mesure où beaucoup prennent ce secteur pour un tremplin? Ils viennent seulement, après ils attendent des nominations, ils partent, ils ne peuvent plus. Est-ce que ce n'est pas aussi dû à cela? Non, mais bon, enfin, présenter les choses comme ça me paraît quand même assez simpliste. Parce que si l'éducation nationale doit être perçue comme un tremplin, mais qui est à l'origine de ça? Voilà, tout à fait. C'est ça la question fondamentale. C'est le politique. C'est le politique, parce que le politique, il est dans l'instrumentalisation. On précarise l'enseignant pour faire croire que c'est dans le domaine politique où il peut réussir. Je peux m'épanouir. Non, c'est parce que lui-même, l'enseignant aussi. Non, il y a de la conviction, Ahmed. Il y a de la conviction. Quand vous allez à l'école normale supérieure, je pense que ce n'est pas par plaisanterie que vous allez. Voilà, c'est parce qu'il y a d'abord de la conviction. Non, il y a d'autres qui vont. Oui, il y en a. Je peux reconnaître qu'il y en a qui vont parce qu'il y a la bourse. Voilà. Le dernier rempart. Je voudrais répondre, vous dites le dernier rempart. Non, l'éducation ne doit pas être le dernier rempart. Voilà. Vous savez, en Corée, vous savez le fonctionnaire qui est le plus payé? Non. C'est l'enseignant. En Corée du Sud. En Allemagne. En Finlande, un pays d'Europe du Nord, il est dit là-bas, tout le monde peut devenir ingénieur, tout le monde peut devenir pilote, tout le monde peut devenir médecin, mais tout le monde ne peut pas devenir enseignant. En Finlande. Donc, ils ont compris que... Et la Finlande, ce n'est pas un pays qui a la richesse. Mais c'est la Finlande, ils ont la tête. Ils vendent leur cerveau. Et c'est ce que le président de la République avait dit. En 2009, qu'il veut faire du Gabon le Gabon des services, un pays des services. Donc, mais on ne peut pas faire un pays des services, un Gabon des services, si on ne met pas les moyens dans l'éducation, dans la formation de l'homme. Donc, comment on va vendre nos intelligences si le petit Gabonais ne va pas à l'école? Si le petit Gabonais n'a pas le bon professeur, si le petit Gabonais n'a pas la possibilité de faire des recherches dans une bibliothèque équipée, avec connexion Internet. Donc, ce sont autant de défauts que les enseignants dénoncent et réclament. Ce qui leur permet d'être nommés et de solliciter des nominations. Mais c'est le politique qui souhaite avoir des enseignants, parce que les enseignants, c'est quand même des intellectuels. Effectivement. Donc, on suppose que dans une administration, il me faut avoir quelqu'un qui peut être mon directeur de cabinet pour rédiger mes courriers, pour remplir, en fait, pour préparer mes discours. Mais il y a ceux qui sont sortis de l'ENA et de l'EPCA qui ne sont pas nommés, qui ne sont pas affectés, qui sont là. Mais on peut faire nommer les enseignants. Mais parce qu'ils sont compétents. Ah bon? Ah oui, c'est la compétence. Il n'y a pas plus compétent qu'un enseignant. Si l'enseignant, c'est quelqu'un qui est au contact de la société. Oui. Il connaît le problème de la société.
Oui. Donc, lorsque vous allez me prendre Mais étant l'exemple, conseiller, lorsque il vous ne allez, parle plus excusez-moi, des lorsque problèmes vous de la allez me société. prendre l'exemple d'une personne qui était à l'EPCA et celui qui a été enseignant sur le terrain, l'enseignant connaît le quotidien du peuple. Il côtoie les élèves, il côtoie les parents d'élèves. Il a une lecture de la société. Il a une lecture globale de la société. Et lorsque le politique regarde ce potentiel-là, il ne peut qu'aller vers l'enseignant pour essayer d'asseoir son autorité dans une région bien déterminée. C'est pourquoi on a souvent recours aux enseignants. Mais dire que l'enseignant est responsable de la situation actuelle, moi je dirais non. Je voudrais rebondir là-dessus parce que vous avez dit pourquoi les enseignants font des grèves. Vous savez, depuis le mouvement syndical existe dans le secteur de l'éducation depuis 1989. Vous savez ce qu'on avait demandé en 1989? C'est la construction des salles de classe. Jusqu'à aujourd'hui, on demande la même chose. C'est la formation des enseignants. On demande la même chose jusqu'à aujourd'hui parce que nous avons un déficit important dans le domaine de... Est-ce que vous savez que dans un lycée à Libreville, les élèves ne connaissent pas de professeur de mathématiques jusqu'en classe de 3e? Les élèves n'ont pas... Mais on le fait tout dans nos cahiers de charges. Nous demandons l'ouverture des filières à l'ENS. L'ENS est fermée aujourd'hui. Nous demandons la réouverture des formations à l'ENS. Nous demandons la réouverture des ENI qui sont fermés. Mais les gens vont à la retraite. Cette année, il y a plus de 400 enseignants qui vont à la retraite. Mais comment on va les... Il y a aussi les décès. Mais comment on va les... À peu près 1000 personnes. Comment on va... Cette année, 1000 personnes doivent partir. Mais où est-ce qu'on va retrouver les 1000 pour remplacer ceux qui partent à la retraite? Sachant qu'il y a déjà un déficit de plus de 1000. Voilà, tant que les écoles de formation sont fermées. Bon, allez-y savoir, est-ce que ce gouvernement-là, vous-même, vous pensez qu'il se soucie du secteur de l'éducation, il se soucie de l'éducation de nos enfants? Je dis non. Donc, ils vont prendre un petit problème pour des raisons économiques, pour minimiser les dépenses. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que cette année, en 2018, il était plus de 14 000 candidats au bac. Vous savez combien ont eu le bac avec 12 et moins de 18 ans? Ils étaient moins de 500. Sur 14 000 candidats, ils étaient moins de 500. Bon, donc, si moins de 500 ont la bourse, donc ça veut dire que les 13 000 autres ou les 14 000 autres n'auront pas de bac. Donc, pour eux, c'est bien. Ils veulent faire des économies. Donc, il n'y a plus de bourse pour les étudiants. Voilà l'objectif. Au-delà de ce que M. Frédolin dit, il y a même un élément aussi qu'il faut mettre en avant, qu'on occulte depuis le début. C'est-à-dire que dans la mesure du gouvernement, il y a cette volonté de mettre sur le bas-côté la formation générale pour mettre en avant le côté professionnel. Moi, je dis non. C'est faire fausse route parce que tous les secteurs se valent. Il n'y a aucun pays au monde. On va privilégier un secteur pour mettre les moyens sur un autre. Et même s'ils veulent privilégier le secteur d'enseignement professionnel technologique pour des besoins économiques, c'est-à-dire qu'il faut avoir la main-d'œuvre qualifiée, c'est bien, c'est normal, mais combien de centres existent? Combien d'universités scientifiques existent? Est-ce qu'ils ont la ressource nécessaire pour enseigner dans ces structures qu'ils vendent tant, qui n'existent pas? Il n'y a que l'ITO, il n'y a que l'Institut de gestion, il n'y a que l'USTM, il n'y a que le site technique. C'est où? Et à lister... L'IN, c'était l'Institut de... Bon, mais c'est assez marginal. Ils sont 14 000 étudiants. Ils sont 14 000 étudiants. Mais la capacité d'accueil est de combien de ces établissements? Elle ne peut pas être 10 000. Ouais. C'est peut-être 500 ou 600 ou 1000 au trop. Donc, et tout le reste, ils vont aller où? Mais on va les renvoyer tous à l'université. Dans des filières qui ne... Bon, la taxe force, je dis, c'est une réflexion qui a coûté beaucoup d'argent pour rien. Pour rien, gratuitement. Vraiment, je vous le dis sincèrement, mais avec amertume. Ça a coûté des milliards pour rien, parce qu'ils ont fait que... Vous ne l'avez pas dit, lorsque vous étiez face au ministre, vous ne l'avez pas dit. Mais l'occasion m'est donnée aujourd'hui. Donc je le dis, que la taxe force a coûté de l'argent pour rien, parce qu'il fallait donner l'argent aux gens. Parce qu'ils ont fait que du copier-coller des conclusions des états généraux. Il n'y a rien d'extraordinaire qui est sorti, à part le fait de conditionner l'attribution des bourses. Finalement, est-ce que vous pouvez nous faire l'analyse des états généraux depuis 1983 jusqu'à... 83 a tracé, en 83, vous voyez, ceux qui étaient là avaient déjà réfléchi sur le type de Gabonais qu'il fallait former. Un Gabonais qui est capable de s'adapter à toutes les situations, même les plus difficiles. Donc, un Gabonais, non, les étudiants gabonais, les étudiants de l'UB aujourd'hui, c'est des gens qui sont les diplômés, mais qui ne peuvent rien faire, qui ne peuvent pas être opérationnels tout de suite. Donc, un Gabonais qui est capable de s'adapter à la vie, à toutes les situations, comme je l'ai dit, et d'être utile, utile pour son pays, opérationnel tout de suite. Bon, ils ont réfléchi, ils ont tracé le cap.
on n'a pas suivi. En 2010, on est arrivé à la même conclusion que 1983. Nous avons fait les mêmes propositions. Ce qu'on a fait de mieux, c'est que nous avons budgétisé les dépenses. Et nous avons fixé un chronogramme. C'est ce qu'on a fait de plus. Oui. Et nous avons identifié les filières dans lesquelles il fallait former des enfants. Dans le bois, dans l'industrie, dans les mines, dans le pétrole. Donc il fallait, et dans l'agriculture également. Donc ce sont les secteurs clés qui vont remplacer effectivement le secteur pétrolier, parce qu'il fallait faire un retour à la terre. Bon, donc il fallait créer les écoles d'agronomie, les centres de formation au niveau du bois, au niveau de l'agriculture, au niveau des mines. Donc on a tout planifié. Et on a dit qu'il faut former les ressources humaines. On a fait un plan de formation, un plan d'urgence de formation. On a fait également un plan d'urgence de construction. Et le président a donné les moyens. Il a mis les moyens. Regardez les lois des finances de 2010 jusqu'à 2014-15. De voir l'argent que la NGT a reçu pour travailler. Ils n'ont rien fait. Rien, rien. Je le dis en regardant les gens de la NGT dans les yeux. Vous n'avez rien fait. Nous n'avons pas fouillé dans ce sens. Bon, sinon, il fallait fouiller. Ils n'ont rien fait. Donc, ils n'ont rien construit. Ce qu'ils ont trouvé à faire de mieux, c'est de mettre la peinture et ça et là, d'ajouter des salles de classe. On leur a dit de construire des écoles, pas de rajouter des salles de classe dans des structures qui sont déjà pléthoriques, comme le lycée Mba. Ils ont rajouté quelques établissements. Dans le complexe lycée Mba, il y a 3 établissements. Mais c'est trop. Pour un petit espace. Pour un petit espace comme ça. Donc, il y a plus de 13 000 élèves. Est-ce que les leaders syndicaux ont dit non, ne pas revenir devant la scène parce que vous n'avez... C'est le travail que nous faisons tous les jours. On dépose des cahiers de revendications. Je peux vous amener, si vous m'avez demandé, je vous amène tous les cahiers de revendications et vous aurez dû lire ce que nous avons demandé. Chaque année, même la plateforme aujourd'hui, nous avons demandé la construction des salles de classe dans notre préavis de grève. Nous demandons la construction des salles de classe, infrastructures. Nous avons attendu ça succès, la relance des constructions d'infrastructures scolaires, ainsi que la rénovation de l'existant. La réouverture de l'ENES. Donc ça, c'est écrit dans le préavis de grève. Donc c'est ce que nous demandons tous les jours. Construisez, formez, construisez, formez. Ce n'est que comme ça qu'on peut arriver à l'émergence. On ne peut pas arriver à l'émergence en ne faisant rien, en voulant faire en cherchant des petites solutions. Non, il faut... Pour un État, il faut mettre les moyens qu'il faut pour booster le secteur éducatif gabonais. Et nous avons les moyens. Malheureusement, les gens qui sont chargés de traduire dans les actes la vision du chef de l'État ne l'aident pas. Ah bon, vous êtes sûr? Je suis sûr de ce que je dis et je l'affirme haut et fort. Sûr et certain, il ne l'aide pas. Il lui crée des problèmes, simplement. Monsieur le secrétaire général du Sénat nous donnait une estimation de bacheliers entre 17, 18, voire 19 ans, hein, au niveau 500, je suis sûr. Ouais, pas moins de 500. Moins de 500. Ouais. Bon, est-ce que, avec la dernière réforme prise par le ministère, est-ce que ce n'est pas juste venir formaliser quelque chose, un cadre juridique qui existait déjà? Il fallait juste canaliser les choses? Non, moi je dirais... Non, et pourtant les choses sont claires. Monsieur Fridolin a tous les tests. D'accord? On ne va pas formaliser ce qui existe déjà, tout avait déjà été formalisé. Ok? Donc il fallait tout simplement s'aligner ou si l'on veut modifier quelque chose, qu'on utilise la bonne méthode. Voilà. Ok? Là aujourd'hui, le gouvernement, le ministère de l'Éducation et le ministère de l'Éducation nationale sont confrontés à un problème de méthode. Ils ont pêché sur toute la ligne et ils sont plus ou moins... L'élément que nous avons... Ils sont coincés. Non, le ministre, si je me permets de parodier le ministre, il dit que la chose... La perfection n'est pas de ce bas monde, donc on peut se tromper. Il a quand même... Non, vous savez, oui, la perfection n'est pas de ce monde. Là, ce n'est pas se tromper. Non, là, ce n'est pas se tromper. Ils ne sont pas trompés. Non, ils ne sont pas trompés. Non, c'est un fait. Ils ont lancé un ballon d'essai. C'est un test. Ils ont testé et les... Et là, ils n'ont pas... Parce qu'il y a quelque chose, quand on se trompe, c'est que soit on a oublié de faire quelque chose, ou bien on n'a pas un référent. Bon, on a la loi et le décret. Oui. Donc, le décret a déjà planifié les différents types de bourses qu'on doit donner aux enfants. Bon, si le gouvernement connaissant une difficulté financière ou économique, devait modifier quoi que ce soit, il devait
avoir autour de lui, il devait réunir autour de lui les élèves et les partenaires sociaux, c'est-à-dire les parents d'élèves et les syndicats. C'est fait la semaine dernière. Non, mais Non, ici, ça, c'est c'est- plus ça, en c'est- retard. ils ont mis les charrues avant les Avant bœufs. les bœufs. Il fallait Parce que commencer ça ne par coûtait là. rien de dire de tout le monde veut l'excellence. Mais Ouais, toutefois, il nous faut voulons. savoir qu'il y a eu un rétropédalage. Non. Non, mais le rétropédalage fait suite à quoi? Fait suite à la fronde qui était réelle. Vous savez, Voilà, le après... rétropédalage est en train de montrer en quelque sorte Les limites du gouvernement. Système. Or, on dit souvent pas du système, gouverner, s'il vous plaît. Du gouvernement. Du gouvernement. Gouverner, c'est prévoir. Ils sont allés, ils ont avancé un pas sans mesurer les conséquences puisque que c'est ce pas... contenu dans les États- Non, c'est pas... Non, qu'est-ce qui est contenu. connu dans les États généraux? N'allons pas Ouais. dans tous les sens. Monsieur Ouais. le secrétaire général, moi j'ai lu le compte rendu des États généraux. C'est là. J'ai également en numérique. Je n'ai vu nulle part mentionner la bourse. Ah si. Non, ils Ah, ont si. parlé de Ah, la si. bourse. Ah si, page 54. Je vous Hein? prends la page La bourse est 54. bel et bien évoquée dans les États généraux. Ça, c'est à la C'est- page c'est le 54. dernier, C'est peut-être que vous vouliez évoquer l'âge. Sauf qu'ils n'ont Bien. pas, Voilà, merci. ils n'ont pas L'âge, fixé voilà. le critère d'âge. Voilà, Hein? voilà pour les Là, je n'ai étudiants. pas- Voilà. Là, je n'ai pas. Donc, je reviens. Nous avons des missions, nous avons des actions et nous avons des résultats attendus Effectivement. au niveau des élèves. Page 54, au niveau des élèves. Oh, Oui. Voilà. Tout ce qu'on devait donner aux élèves est mentionné et nous avons transformé en acte légal. C'est-à-dire on a mis une loi, effectivement, pour codifier l'attribution des avantages de bourse. On parle bien de la bourse. Oui, mais il n'y a pas l'âge. Non, Il y a pas non, d'âge. Voilà, Mais donc, justement, c'est pourquoi donc, nous disons voilà. aujourd'hui que le Mais justement, rétropédalage est en train de montrer les limites Mais de justement. la mesure qui a failli être appliquée. Même dans la Et- loi, même dans le décret, il n'y a pas l'âge dans le décret. Et même là, il y a un problème parce que lorsqu'on Y a pas dans le dit cas. que les mesures ne seront pas appliquées Cette ok, année, cette année, donc ça veut dire ce n'est que fait- qu'ils on vont ne les fait que reconduire. repousser Voilà, ils vont les reconduire l'année une mesure prochaine. qui va s'appliquer. Et ce que nous disons à l'État, l'année au prochaine. gouvernement, c'est que lorsqu'on veut aller vers l'excellence, l'excellence c'est un tout. Ouais, excellence, ça ne se décrète pas. La performance ne peut pas se décréter. Oui. Donc on Elle peut se être manifeste. compétitif si on a un cadre qui vous permet d'être compétitif. Bon, parce que nous voulons que le système gabonais soit un système scolaire gabonais soit un système compétitif. Que le petit gabonais soit égal du petit coréen, soit égal du petit chinois, soit égal du petit finlandais. Donc, mais par conséquent, qu'est-ce qu'il faut? Il faut un environnement qui permet à cet enfant-là d'évoluer. Prenez le cas des enfants qui sont au Britannique militaire. Vous savez la moyenne qui est exilée là-bas? C'est 13 sur 20. Effectivement. Alors, au Britannique militaire, tous sont au-dessus de 13. Tous. C'est 100%. Vous voulez me dire quoi? Que les conditions sont réunies? Ah oui. Mais là-bas, c'est un cadre militaire. Ah non, attendez. Non. Mais quels sont les élèves qui vont là-bas? Ce sont les élèves qui reviennent des écoles publiques. Public. Voilà. Depuis la 5e année. Oui. Parce que le concours est fait en 5e année. Donc, l'élève qui part de 5e année pour le Britannique militaire, il trouve l'internat. Il trouve la bibliothèque. Les internats Il qui trouve existaient la déjà. connexion Ouais. Internet. Ouais. Il trouve tous les professeurs dans toutes les matières. Et ils sont 35, 40 dans une salle de classe. Bon, mais dans ces conditions-là, mais l'enseignant pratique ce qu'on appelle la pédagogie différenciée. C'est-à-dire qu'il s'occupe de chaque élève au cas par cas. Ouais. Effectivement. Donc, mais moi, on ne peut pas le faire si j'ai 100 élèves en face de moi. Vous Donc, savez voilà que un peu ce qu'on dit. lorsque Donc, M. Fridolet l'excellence parle de l'effectif, ne se décrète pas, messieurs. L'excellence, comment un enseignant devient excellent avec 100 élèves, sachant qu'ici la Ah, il peut quand même devenir excellent. Comment Il peut pas. J'ai dit Il peut comment quand même comment transformer voulez-vous ces 100 élèves. comment voulez-vous peut pas. qu'un enseignant devienne Il peut rien. ok, excellent, parce que lorsqu'on dit heure de cours, l'heure de cours c'est 50 minutes. Si vous avez déjà 50, vous devez faire un cours d'éducation à la citoyenneté d'instruction civique. En 1 heure, vous avez droit 1 heure. Vous avez 100 élèves. Est-ce que vous pouvez accorder 1 minute à chaque élève? chaque élève, tu peux pas. C'est quasi Non. impossible. Vous ne pouvez plus faire un TD et vérifier si tout le monde a compris. Nous sommes en train Hein? d'aller vers la fin de notre Donc, émission. Monsieur Ahmed Bimumba, Oui. moi j'ai dit, j'ai été président de l'association des parents d'élèves de la commune d'Akanda. Ok? Lorsqu'aujourd'hui on exige à un enfant d'avoir une moyenne d'excellence, une moyenne de 12, comprenez un peu dans la commune d'Akanda, l'État n'a pas conçu une seule classe de terminale. Hein? Donc c'est des enfants qui parcourent Il y a un établissement inachevé. des longues distances. On part du Cap Extérias, du Cap Santa Clara, de Kubu, d'Angonje Cap Caravane pour le lycée d'État ou le lycée Mikolongo. Rien que le transport vous déconcentre déjà. Ok? Vous êtes à l'école primaire, vous parcourez des longues distances. Ok? Moi, je vous prends Bolokouboua, il n'y a pas d'école primaire. Les élèves font 7 km Ouais, à pied à pied. pour aller à l'école
public du Cap extérieur. Ce que nous Comment dirigeons voulez-vous faire- que ces enfants soient Je suis sûr que excellents monsieur le à la secrétaire fin? général aussi l'a fait, Mais c'est pas, nous sommes au 21e siècle, c'est pas une raison. non, C'est pas une raison, ouais, monsieur ouais, Bidouba. ouais. J'espère que c'est une plaisanterie. Ce qui était réel en 2000, voilà, ce qui était réel en 1960 ne peut plus être réel en 2019 parce que le Gabon a assez de ressources pour subvenir aux besoins de sa jeunesse. Évidemment, La oui. question qui vient s'adresse à vous trois, c'est de savoir, est-ce que le problème que connaît l'éducation doit être résolu par la réduction des bourses? Non, moi je dis non. La bourse doit être un élément qui booste, qui vient en appui pour permettre aux jeunes Gabonais La de bourse clore. a souvent été une motivation. Voilà. Maintenant, peut-être essayer de revoir le cadre, parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui ne se préoccupent plus du cours en classe de terminale. On est en terminale, on se contente de chercher le baccalauréat pour avoir la bourse, peut-être ramener comme critère la moyenne de classe, pour accompagner l'étude. Je crois que la bourse est un élément motivant d'émulation en milieu scolaire. Donc on ne peut pas supprimer la bourse aux élèves parce que lorsqu'on arrive de très loin, ça vous permet de vous responsabiliser, ça vous permet de pouvoir poursuivre tranquillement vos études parce que vous pouvez faire des recherches à partir des documents qu'on vous donne, vous pouvez louer, vous pouvez vous équiper en matériel informatique, en ordinateur, en papeterie. Donc ça vous permet effectivement de suivre vos apprentissages en toute sécurité. Donc supprimer la bourse aux étudiants, c'est faire fausse route. Et c'est même dans les pays les plus difficiles. Le Cameroun, ils sont combien de millions d'habitants? 23 millions. Ils donnent la bourse à leurs élèves. Ah bon? Donc, oui, la bourse est au Cameroun. Est-ce que c'est le même montant? Même ce n'est pas le montant, mais ils ont le double, le triple ou le quadruple de notre population. Donc, ils supportent qui peut être le montant total versé aux petits Camerounais est peut-être 2 ou 3 fois supérieur au montant des bourses versées aux petits Gabonais. Donc, je pense que c'est une mauvaise solution de pouvoir envisager à la longue la suppression de la bourse, parce que la bourse est un élément motivant pour nos élèves. En quoi les réformes sont indispensables dans l'amélioration du système éducatif? De mon point de vue, les réformes sont indispensables parce que déjà, elles vont améliorer le quotidien aussi bien des enfants, donc des apprenants, que des enseignants. Donc, mais faire ces réformes-là, c'est tenir compte aussi des réalités. Et je pense qu'il faut une réelle volonté politique de la part de nos gouvernants. Si on est encore au stade de balbutiement, on va se retrouver en 2025 l'émergence zéro au quotient. Voilà. Et puis ici, la réforme n'est pas mauvaise. Voilà. Mais lorsque la réforme amène déjà les populations dans la rue à la contestation, ce n'est pas une bonne réforme. Ici, les États généraux ont été clairs. Nous ont donné une ligne, que l'on s'en tienne aux résolutions des États généraux et je pense qu'on n'aura plus des éléments. Mais comment voulez-vous que l'on tienne compte des États généraux dans la mesure où le ministre dit qu'ils étaient en train de rêver là-bas? Ah ben, Non, son point de vue. Que le ministre, il n'était pas bon. Non, vous savez, des États il y a un généraux. philosophe qui disait ce que tu ne sais, il faut le taire. Le ministre n'était pas aux États généraux, donc il est mal placé aujourd'hui de qualifier ceux-là qui ont participé. Alors, si on pense que l'éducation coûte cher, alors essayons l'ignorance. Voilà. Essayons l'ignorance. Bon, je pense que, vous savez, lorsqu'on veut réformer, c'est pour améliorer. C'est pour aller vers l'excellence, vers la performance. Donc on ne peut pas vouloir réformer si on veut rétrograder. Donc si on veut réformer, on réforme pour améliorer le cadre de travail et d'apprentissage des élèves, pour arriver à l'excellence, tant souhaité par tout le monde. Mais l'excellence a un prix. L'excellence a un prix. On ne peut pas décréter l'excellence. On ne peut pas décréter l'excellence à partir de la bourse. L'excellence a un prix. Il faut un environnement qui permet à l'élève et à l'enseignant de devenir excellent. Il faut former des enseignants en quantité et en qualité. On n'en a pas. Il faut construire des structures d'accueil pour nos étudiants et nos élèves. On n'en a pas. Donc, il faut investir véritablement dans l'éducation et réformer avec les partenaires qui sont là pour vous aider dans votre mission, qui est la mission du gouvernement. Le partenaire n'est pas là pour bloquer. Le partenaire n'a pas pour objectif d'emmerder. Le partenaire est là pour vous accompagner dans l'objectif que vous êtes fixé, c'est-à-dire arriver à l'émergence pour d'ici. Le Gabon a dit qu'il veut être émergent d'ici 2025, mais je mets quiconque je fais un pari qu'on n'arrivera pas à l'émergence en 2025. Si. Nous sommes arrivés pratiquement au terme de notre émission. Nous allons prendre votre mot de la fin. Mais moi, je suis déjà heureux d'avoir discuté sur un tel sujet aussi important parce qu'il vise déjà la capacité de notre pays à avoir des cadres bien formés. Et qui dit cadre bien formé dit des politiques éducatives sérieuses, pas celles dont on est en train d'assister là, qui va encore davantage précariser les familles, parce que ces réformes-là, elles touchent essentiellement les enfants de pauvres. Et donc, de mon point de vue, le gouvernement devrait
revoir. Il n'est plus question de surseoir. Il est question pour nous de demander au gouvernement d'annuler cette mesure-là. Voilà. Monsieur Akono. Ici, je dirais que l'avenir d'un pays dépend de son système éducatif. Tout à fait. On a un système performant, on aura des lendemains meilleurs. Mais la destination vers laquelle on veut nous emmener aujourd'hui avec des réformes qui ne tiennent pas, qui veulent même détruire le système éducatif gabonais, ne pourront qu'entraîner ce pays à un monde vers des lendemains plus ou moins sombres. Donc le gouvernement gagnerait à réfléchir mûrement avant de décider dans le secteur de l'éducation nationale. Monsieur... Alors, je vous remercie de nous avoir invités et nous pensons avoir été assez clairs et nous pensons avoir été utiles pour nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Peut-être nous n'avons pas eu le temps de tout dire, mais nous avons dit quand même l'essentiel. Et je pense que cette émission va mieux informer et renseigner les parents d'élèves et les élèves eux-mêmes, et même les membres du gouvernement, et leur dire que ce pays est nôtre. Nous devons tout faire pour que tous nos enfants puissent réussir dans la vie. Parce que nous n'avons pas le droit de laisser quelqu'un en chemin. Nous n'avons pas le droit de priver à nos enfants, à nos jeunes frères, à nos jeunes sœurs, des chances pour leur épanouissement. On doit tout donner parce que ce pays nous a tout donné. Et c'est grâce au système public que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Avec les qualités et les potentiels qui sont les nôtres, l'État doit tout faire pour faire en sorte que tous les élèves gabonais puissent réussir et participer à l'édification de notre pays. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Une tête bien faite et une tête bien formée passe par un système éducatif très bien structuré. C'est en ces termes que nous vous souhaitons un excellent week-end et bon début de semaine. À la semaine prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آمنت بالله